Vous savez peut-être que les chiens ont un odorat exceptionnel. Ce que vous ne savez peut-être pas encore, c'est qu'ils peuvent s'en servir pour nous aider à mieux gérer nos glycémies. C'est ce qu'on va découvrir avec Florine de l'association Acadia, qui éduque des chiens pour leur permettre d'accompagner et d'aider des enfants diabétiques de type 1 et leurs familles au quotidien. Vous êtes sur le type 1, on en parle, le podcast de Happy Diabetes, un podcast qui, comme son nom l'indique, est dédié au diabète de type 1. C'est de nouveau un épisode en 2 parties et vous êtes sur le point d'en écouter la seconde. La première se trouve sur le podcast Futur Chien Guide, le premier podcast francophone qui se penche sur les chiens guides d'aveugles animé par Estelle Boulu. Et comme le sujet des chiens d'assistance pour les enfants diabétiques nous intéressait autant l'une que l'autre, Estelle et moi, on a décidé de collaborer sur cet épisode et on a donc proposé à Florine de la recevoir ensemble. C'est un sujet que je connaissais très peu, alors je me posais des tonnes de questions. Comment un chien peut nous avertir des hypos et des hyper avant même qu'on s'en rende compte, avant même l'alerte de notre capteur de glycémie? Comment est-ce qu'ils apprennent à faire ça? Et puis est-ce que ça marche à tous les coups? Pourquoi on n'en entend pas plus parler? Est-ce qu'il y a des familles qui ont le droit d'en bénéficier et d'autres pas? Puis d'ailleurs, vouloir un chien d'assistance, est-ce que c'est forcément une bonne idée? Et puis concrètement, comment se passent les démarches? Eh bien, grâce à Florine, à la fin de cet épisode, vous serez incollables sur le sujet. Je vous conseille évidemment d'écouter la première partie sur le podcast Futur Chien Guide, où Estelle, Florine et moi, on se penche plus en détail sur le fonctionnement d'Acadia, sur les personnes qu'Acadia forme pour pouvoir faire ce dressage un peu particulier, sur le parcours des chiens au sein de l'association, mais également sur le processus de sélection des chiens, car vous allez le voir, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est parti, je vous laisse en compagnie de Florine, Estelle et moi-même. Bonjour Estelle, bonjour Florine. Bonjour Claire. Aujourd'hui donc on est 3, je vais co-animer cet épisode donc avec Estelle. Estelle, tu es bénévole au sein de l'association Chien Guide d'aveugles, tu y es aussi famille relais et tu animes le podcast Futur Chien Guide depuis un peu plus de 2 ans maintenant, au travers duquel tu fais connaître cet univers qui te passionne. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? Oui, comme tu l'as dit, je suis bénévole pour une association à Paris. J'accueille du coup des élèves chiens guides en formation quand leurs familles d'accueil ont des contraintes, on va dire. Et je suis une grande passionnée, donc j'en parle largement sur le podcast, en effet, Futur Chien Guide. Et c'est d'ailleurs sur ce podcast, donc sur ton podcast, qu'on va retrouver la première partie donc, de cet épisode où on reçoit Florine. Florine, tu es coordinatrice chez Acadia, une association qui forme des chiens au super pouvoir de détection des hippos et des hyper, et donc qui les remet à certaines familles qui ont eu la chance d'être sélectionnées. Dans la première partie du podcast, on a pas mal parlé donc de l'histoire d'Acadia, de comment ce concept est arrivé des États-Unis, du processus de sélection des chiens, de leur formation. Aujourd'hui, du coup, on va parler un peu plus de comment, en tant que famille, on peut se projeter justement dans une nouvelle vie avec un chien grâce à Acadia. Florine, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous représenter rapidement Acadia? Merci à vous d'avoir pensé à notre association. Alors, Acadia, c'est une association qui a été créée en 2018 par des parents qui sont eux-mêmes touchés par la maladie de leur enfant, qui est diabétique de type 1. Et ils ont décidé, pour les aider, d'importer un savoir-faire en France grâce aux chiens d'assistance pour jeunes diabétiques. Pour se projeter un petit peu, c'est combien de chiens qui ont été formés? Combien de familles qui ont pu du coup recevoir un chien depuis le début d'Acadia? Alors Acadia, c'est la seule association en France. On a commencé tout petit, puisqu'en 2018, on a remis nos 3 premiers chiens. Et depuis 2018, fin 2022, on comptera à peu près 30 binômes qui sont répartis sur tout le territoire français, que ce soit des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes qui accueillent ces chiens chez eux. Est-ce qu'on a un suivi au niveau de l'hémoglobine glyquée? Est-ce qu'on sait si les glycémies sont nettement améliorées? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles on a des retours déjà aujourd'hui? Alors, l'association Acadia, en plus de la formation des chiens d'assistance, a décidé peu de temps après la remise des premiers chiens, donc en 2019, de pouvoir accompagner ce projet de formation avec un projet scientifique. Donc, ce qui fait qu'on est accompagné par une équipe de chercheurs et on cherche à évaluer l'impact du chien d'assistance sur l'aspect glycémie du jeune, mais aussi surtout l'aspect qualité de vie pour lui et pour sa famille, donc ses proches.
et notamment ces parents qui, quand ce sont des enfants, jouent un grand rôle d'aidant. On a pu voir sur les premiers suivis, donc les statistiques et et l'évaluation est pas encore parue, mais les premiers résultats montrent qu'en effet, le chien, il a un impact sur la glycémie de l'enfant. Parce que les alertes permettent d'équilibrer plus rapidement et d'éviter des crises importantes d'hypo ou d'hyper. Le chien, il faut savoir qu'il anticipe les variations de glycémie, ce qui permet de prendre vraiment la variation dès son départ. Et puis l'autre point qui a été mis en évidence par les familles, c'est aussi que le chien, en tant que médiateur et un peu ange gardien, si je peux dire, permet de stabiliser les courbes juste en gestion du stress, en se sentant plus sécurisé, en dormant plus facilement aussi la nuit parce qu'on sait qu'on a un compagnon qui est là pour veiller sur nous. Donc ces deux aspects induisent une hémoglobine glyquée qui se rapproche de la normale. Et aux États-Unis, où ça existe depuis un peu plus longtemps, est-ce que là, on a des chiffres ou Alors pour le moment, il n'y a pas d'études liées à la qualité de vie des diabétiques avec un chien d'assistance. En France ou ailleurs, quand on a fait la revue bibliographique, on n'en a pas trouvé. Même s'il y a des revues qui, alors sans être diabétique, qui expliquent que être accompagné d'un chien a un réel effet positif, mais c'est pas sur un public et des patients diabétiques. Par contre, il a été montré aux États-Unis une autre étude qui, elle, est liée aux capacités olfactives du chien pour montrer à quel point le chien est capable de sentir les odeurs. Et donc, il a été montré qu'à 80%, voire 98%, le chien est capable de repérer les variations de glycémie chez son bénéficiaire une fois qu'il est entraîné. Ok, donc si oui, si j'ai bien compris, il va repérer plutôt les catécholamines en cas d'hypo et l'acétone en cas d'hyper, c'est ça? Eh ben, ils n'ont pas réussi, les chercheurs de l'étude. Ils ont pu montrer que le chien était capable de sentir quelque chose qui était issu de la laine et de la sueur, sans pour autant mettre le doigt sur le biomarqueur que le chien sent, parce que les chiens qui étaient entraînés à sentir l'hypo ou l'hyperglycémie, ils les ont ensuite testés sur des échantillons d'acétone pour voir le comportement du chien. Et de là, ils ont vu que le chien n'avait pas le même comportement qu'avec un échantillon d'hyperglycémie. Donc, ils se sont dit que c'est pas lié seulement à l'acétone, il doit sûrement y avoir d'autres biomarqueurs, mais aujourd'hui, on sait pas exactement la molécule que le chien sent. Ce qui est en fait quelque part presque rassurant parce que quand on est en hyperglycémie, on n'a pas forcément plus d'acétone dans le sang ou on ne dégage pas forcément plus d'acétone, pas systématiquement. Donc du coup, c'est intéressant de savoir que c'est pas uniquement ça. Oui, et surtout que c'est lié enfin, le chien sent vraiment au tout début où on sort de la normale. Donc c'est vrai que souvent, il n'y a pas encore cet acétone et tout ça. Et puis dans le cadre de l'éducation du chien, les chiens sont éduqués avec les odeurs de leurs propres bénéficiaires, il me semble. Du coup, ils sont aussi capables, je pense, de détecter des crises chez d'autres personnes que leurs bénéficiaires. Je pense que ça, vous avez dû le remarquer quand vous faites des réunions ou autres. Mais je pense que c'est un facteur aussi qui accentue les choses d'être éduqué avec l'odeur même de son bénéficiaire. Oui, c'est ça, c'est que les chiens, dès qu'on sait à quel enfant ou jeune ils vont être attribués, les familles nous envoient des échantillons, on entraîne les chiens sur ces échantillons-là, ce qui permet que le chien repère l'hormone, et en tout cas la molécule, parmi l'odeur déjà du jeune, parce qu'on a tous une odeur différente. Parfois, on a une odeur de parfum qui s'ajoute à ça, de déodorant, de shampoing, etc. Donc, ça permet vraiment au chien de s'entraîner parmi ces odeurs-là. Et c'est vrai que je rebondis sur ce qu'Estelle disait. Il arrive qu'en stage, lorsqu'il y a des grosses hypo ou hyperglycémies et qu'il y a plein de familles autour de nous,
et qu'un chien alerte, eh ben, on demande à toutes les personnes présentes qui est en hypo ou en hyper, parce que parfois, c'est pas seulement le jeune qui est vraiment accompagné de son chien qui poque, mais ça peut être le jeune qui est juste à côté. Parce que dans les débuts de stage, le chien est aussi amené à être éduqué sur plein d'odeurs d'hypo ou d'hyper. Et ensuite, il est vraiment spécialisé sur son jeune. Et alors justement pour pouvoir, prévenir, qu'il y a donc une hypo ou une hyper, alors moi j'ai imaginé plein de scénarios, hein, j'ai imaginé qu'ils venaient nous mettre la patte sur le genou. Après sur le site, je vois, j'ai vu aussi des images avec un petit bouton, rouge où le chien, du coup vient appuyer. Alors comment ça se passe en fait, concrètement? Alors, quand le chien sent une alerte, il a un premier comportement qu'on lui apprend, qu'on a appelé le POC. Donc, c'est des coups de museau de façon insistante sur une partie du corps qui est accessible à ce moment-là. Ça peut être sur la jambe, sur l'épaule, en fonction de si on est assis, couché ou debout. Et donc, ça veut dire, attention, il y a un changement de glycémie, il faut que tu te contrôles et que tu agisses. Donc ça, c'est surtout en journée. Ça va se passer sur les jeunes adultes s'ils sont en capacité de gérer eux-mêmes leur diabète ou les ados. Et ensuite, le chien va faire la même chose, le POC, sur les parents si c'est un jeune enfant qui est diabétique. Donc, une fois qu'on a répondu à cette première commande qui est le POC, le chien va soit s'arrêter, soit si on ne répond pas à la commande, va continuer d'enchaîner des comportements de façon à donner l'alerte et se faire comprendre. Donc ça peut être aller chercher de l'aide, ramener une trousse de secours et appuyer sur le fameux bouton de téléalarme dont tu parlais. Donc c'est un bouton que les chiens enclenchent la journée quand tous ces comportements n'ont pas donné succès et n'ont pas été pris en compte. Il va appuyer sur ce bouton de téléalarme ou notamment la nuit puisqu'il dort auprès du jeune et quand il appuie sur le bouton parce qu'il y a une variation, ça sonne dans la chambre des parents, soit sous forme de sonnette comme une téléalarme, soit c'est relié au téléphone portable pour les parents qui s'absentent du domicile. Oui, parce qu'il faut rappeler que, c'est, une formation pour les chiens qui dure, 8 mois, hein, je crois. C'est ça, c'est assez long et ce qui est vraiment important à faire comprendre aux chiens, c'est cette prise d'initiative, à se dire: «J'ai essayé le POC, ça a fonctionné, tant mieux, j'arrête. Ça n'a pas fonctionné, je dois prendre l'initiative d'aller proposer autre chose jusqu'à y ait quelqu'un qui prenne en charge, cette variation de glycémie». Et justement, quels sont un peu les retours des familles lorsque tout se passe bien? Qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que le chien change dans leur quotidien? Parce que bon, moi j'en avais un petit peu parlé, dans un hors-série que j'ai fait, l'année dernière à l'occasion des hors-séries de l'été. On avait échangé avec Romain, dans l'épisode justement 23 de mon podcast Futur Chien Guide. Mais, de manière générale, toi, quels sont les retours que tu as de ces familles-là? Comment ils se sentent par exemple avec le nouveau compagnon, avec cette nouvelle aide dans la vie? Alors, il faut que ce soit assez, transparent. C'est que le chien, quand il arrive, les 6 premiers mois, ça va quand même demander beaucoup de travail à la famille parce que c'est accueillir un nouvel être à la maison. Il faut trouver un rythme avec lui et puis il faut continuer de l'entraîner sur les variations de glycémie. La journée et la nuit, il faut que le chien continue de s'entraîner au quotidien et que les parents ou l'enfant continuent ses apprentissages. Il faut aussi aller l'entraîner à l'extérieur, dans les lieux publics, en balade pour qu'il puisse aussi repérer l'odeur. Donc les 6 premiers mois, c'est un nouveau rythme à prendre et ça demande donc du travail, de l'investissement. Normalement, après, donc c'est aussi 6 premiers mois qui sont beaucoup accompagnés par Acadia. C'est assez intensif, même si le chien est au domicile des personnes et qu'on est assez loin en distance. On a des visios régulières, on s'appelle régulièrement, et puis on peut avoir des visites aussi de la famille pour accompagner le retour à domicile. Et puis, après ces 6 mois, on espère normalement que les alertes sont performantes, de jour comme de nuit. Et à ce moment-là, les familles, les retours qu'elles ont, c'est vrai qu'elles regagnent en insouciance, si je peux dire ça comme ça,
parce qu'elles n'ont pas en tête sans arrêt ces contrôles qu'elles doivent faire régulièrement. Les jeunes se sentent beaucoup plus rassurés, notamment au moment des nuits. On a plusieurs jeunes qui faisaient des angoisses nocturnes et qui avaient beaucoup de mal à s'endormir et qui là, avec la présence du chien, trouvent leur sommeil plus rapidement et ont un sommeil beaucoup moins agité. Et puis c'est aussi des parents qui nous disent redevenir parents avant tout et, euh, et oublier un peu ce contrôle qui est sur leur enfant sans arrêt. Est-ce que tu t'es contrôlé? Est-ce que tu as fait ton bolus? Avant de manger, tu en es où? Voilà, le chien va prendre un peu ce rôle-là et eux, ils vont pouvoir redevenir parents et discuter de plein de choses à travers le chien, mais sans être tout de suite envahissant avec le diabète. Et au niveau de la glycémie, Romain notamment, dans le projet scientifique, nous a fait savoir que lui, il avait réduit ses doses d'insuline, si je dis pas de bêtises, pratiquement par 4 tout sur la journée. Donc, et une hémoglobine glyquée aussi qui est redevenue bien meilleure. Il me semble qu'il est aux alentours des 6 ou 6,5 alors qu'il était très haut vers 10 ou 11. Donc voilà, c'est plutôt des résultats très positifs, à la fois par l'alerte du chien, mais aussi par sa capacité de médiation. Ah oui, les chiffres que tu donnes là dans le cas de Romain sont assez impressionnants, hein. C'est vrai que s'il est autour de 6, 6,5 par rapport à un 10, 11 avant, ça n'a vraiment rien à voir. D'autant que je pense qu'il faut aussi réinsister sur le fait que, autant par exemple avec les nouveaux capteurs, les freestyle libres, on a aussi la possibilité d'avoir des alertes quand on est donc en hypoglycémie ou en hyperglycémie. Je pense que là, la différence, c'est ce que tu disais avant, c'est qu'en fait, le chien va sentir dès le début la variation déjà, donc quelque part avant qu'il soit trop tard au final. Oui, c'est ça, c'est que alors beaucoup de familles, au tout début en tout cas des remises, nous disent mais je pense qu'il me fait des fausses alertes parce que il me fait un POC, mais je me contrôle et le capteur indique que je suis stable. Donc on se dit, bon, en tout cas les premiers temps, on s'est dit c'est vraiment bizarre. Et maintenant, on demande aux personnes de faire la glycémie au doigt, donc un dextro. Et on se rend compte que en fait le chien est vraiment entre guillemets en temps réel. Et du coup, la glycémie est bien en train de changer, donc le chien a raison de poquer. Mais comme entre la glycémie qui est capté par le capteur et interstitiel, bah, il y a toujours un peu un écart entre le dextro et le capteur. Et finalement, petit à petit, ils apprennent à faire confiance au chien. Et par rapport au capteur, le chien alerte entre 10 et 15 minutes, parfois plus, avant que ça soit visible sur le capteur. Donc souvent, les jeunes, maintenant, ils font confiance au chien, ils récompensent le chien, et puis ils vont se contrôler d'ici 5-10 minutes pour voir la tendance, si elle est à monter ou à descendre, et savoir s'ils doivent se resucrer ou s'injecter de l'insuline. Et comme tu le disais, Claire, éviter la grosse hypo ou la grosse hyper. Parce que ce que tu dis, alors pour les non-sachants côté diabétique, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, on voit pas la variation avec le patch qu'on peut avoir sur le bras, ce que tu appelles justement le capteur. Par contre, si on fait vraiment une petite goutte de sang, là, on va le voir. En fait, le capteur, le temps que ça se diffuse dans tout le corps, il le capte un peu plus tard. Et c'est ce que disait Romain, et puis c'est ce que tu témoignes aussi. Au début, les jeunes, ils prennent pas forcément. Alors, c'est pas une histoire de prendre au sérieux, c'est juste que c'est déstabilisant pour eux d'avoir un poke, alors qu'en soi, sur le capteur, il y a rien. Et on se dit bah, que le chien il bug, alors que ce que me racontait aussi la maman de Romain, puis on en discute encore aujourd'hui, on est toujours en contact, c'est que souvent le capteur il peut tomber en panne, mais le chien, lui, il est jamais en panne, et au contraire, il est très souvent en anticipation, bien plus que ce que pourraient faire les outils qu'on a, même si la technologie s'est bien améliorée. Ouais, en fait, c'est que entre les glycémies donc qu'on appelle au capillaire, donc avec la goutte de sang, et les capteurs,
En fait, il y a du plus et il y a du moins dans chaque cas de figure. Disons que les glycémies du coup capillaires qu'on fait donc avec la goutte de sang, elles ont l'avantage d'être beaucoup plus actualisées, je dirais. Mais on n'a pas de tendance, on a juste une photo à l'instant T de notre glycémie, alors qu'avec un capteur, on a une tendance puisque le capteur du coup fait quand même des calculs par rapport à ce qui est en train de se passer et aussi prédictif, donc il nous donne une tendance, là tu es en train de monter en flèche, là tu es stable, etc., qui n'est pas toujours juste, mais qui l'est parfois. Et donc on a cette tendance. Par contre, en effet, on a un petit retard par rapport au capillaire, puisque donc c'est le liquide interstitiel et c'est pas le sang. Et on a aussi des écarts, bref, dus à d'autres raisons, mais un peu moins de précision, mais une tendance, et l'inverse pour les glycémies en capillaire du coup. Donc là, quelque part, on a un peu le meilleur des deux mondes finalement avec le chien. Oui, il faut le temps de faire connaissance et de lui faire confiance. Et pour ça, c'est vrai que sur certains jeunes, ça demande à reprendre au départ un petit peu le capillaire pour être sûr qu'en effet, c'est un, entre guillemets, vrai POC et que ce n'est pas une fausse alerte pour de la gourmandise, comme on l'expliquait dans l'épisode précédent. Alerte égale grosse récompense. Et du coup, il faut s'assurer que c'est bien un vrai POC et une vraie variation de glycémie pour récompenser le chien et ensuite qu'il puisse être performant sur ses alertes. Parce qu'il peut aussi être un peu filou du coup et vouloir des récompenses sans forcément qu'elles soient justifiées, du coup, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est que les chiens sont quand même très intelligents et très gourmands, ça va ensemble. Et du coup, quand ils changent de main et qu'ils passent de l'éducateur à la famille, il se peut au départ qu'ils testent pour voir. Mais comme ils proposeraient un assis, un couché, une super marche en laisse, ils pourraient proposer un POC de façon à dire est-ce que avec ça je peux avoir une friandise. Et donc, c'est pour ça que c'est important dès le départ de ne pas faire de récompenses qui n'ont pas lieu si ce n'est pas un vrai POC, de façon à entretenir vraiment odeur égale POC et récompense. Pour résumer vraiment les deux éléments principaux qu'on retrouve grâce au chien, c'est l'insouciance et une hémoglobine glyquée normalement meilleure et bien meilleure même qu'avant, suivant le point de départ bien sûr. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des moments où, pour, j'imagine, plein de raisons différentes qui peuvent exister, est-ce qu'il y a aussi parfois des moments où ça ne fonctionne pas? Est-ce que tu peux aussi nous faire part des retours, voilà, dans certains cas de figure où peut-être que ça peut ne pas fonctionner? Oui, alors c'est vrai que il y a une sélection des familles qui est importante de par le projet d'accueillir un chien. Donc le programme Acadia de rencontre et de sélection des familles est aussi assez long. Ça dure plusieurs mois, parfois même plusieurs années, pour se préparer. Il y a des visites à l'association, il y a des visios, il y a des stages pour vraiment se projeter avec un chien. Des fois, pendant ces stages-là, des familles ont pu nous dire non, mais finalement, c'est pas pour moi ce projet. Alors, ça a pu être, par exemple, enfin, en tout cas, ce qui est revenu et ce qu'on veut vraiment faire prendre en compte, c'est que le chien a vraiment des besoins et on ne peut pas à un moment appuyer sur un on-off. Il pleut, il fait pas beau ou le chien est malade, et ben il faut quand même répondre à ses besoins. Et puis il y a aussi des temps où le chien va amener une visibilité sur le diabète. Parce que parfois on a nos capteurs, nos pompes et puis on s'habille, ben c'est un peu incognito, c'est une maladie qui peut être invisible, mais avec la présence du chien et sa cape de chien d'assistance pour diabétique, et ben tout de suite, ben les personnes savent qu'on est diabétique, les regards se portent sur le chien et sa cape. On a aussi beaucoup de personnes qui nous posent des questions, donc ça aussi, ça peut freiner certains jeunes sur cette visibilité-là. Donc ça, c'est des choses qui sont vues plutôt en amont du stage. Et puis, une fois qu'il y a la remise du chien, l'accompagnement pendant les 10 jours et le retour à la maison,
Dans 90% des cas, voire plus, je dirais que ça s'est très bien passé. Mais on a eu par moment des retours. On a un chien, par exemple, qui nous est revenu après, je crois que ça faisait 3-4 mois que le chien était dans la famille. Tout se passait bien sur les comportements du chien, mais ça demandait pour une maman solo avec ses deux enfants beaucoup trop de travail et elle n'avait pas dimensionné cette charge autant importante. Et elle n'arrivait plus à trouver assez de temps pour le chien, pour le jeune diabétique. Voilà, il y a des réveils la nuit, elle se réveillait, elle entraînait le chien, et puis elle se recouchait en oubliant d'avoir peut-être resucré ou injecté l'insuline. Voilà, et puis dans le quotidien, ajouter ça aux balades, etc., ça faisait trop, trop de charge. Donc elle a préféré nous contacter. On a repris en charge le chien, qu'on a rééduqué sur une nouvelle odeur et qui accompagne maintenant un nouveau jeune. Et peut-être que plus tard, une fois que la jeune fille, enfin l'enfant qui était accompagné sera plus grand et sera peut-être apte à gérer elle-même son chien, elle pourra revenir vers l'association pour bénéficier de ce nouvel accompagnement. On a eu aussi une fois, et ça j'en avais parlé, je sais plus si c'est, bah, je crois que c'est dans le précédent épisode justement, le cas par exemple de notre présidente et notre président euh, qui a, euh, qui a un chien d'assistance pour diabétiques. Alors c'était les tout débuts, donc c'était leur propre chien qu'on a formé. Mais la difficulté, c'est qu'en grandissant, leur fils, Théovic, adolescent maintenant, ne voulait plus avoir à, à entretenir avec son chien, je dirais, le diabète. Il voulait juste un chien de compagnie avec qui il passe du bon temps, à qui il se confie. Mais il ne voulait plus avoir à regarder son chien lap et avoir le diabète qui, du coup, se met en miroir avec lap. Donc ça peut être des moments de vie qui sont pas les bons, soit parce que l'environnement, la disponibilité, ce n'est pas pour maintenant. Il faut aussi être complètement conscient que ça va demander à être soi-même très à l'aise avec son diabète, envers les autres, envers soi-même aussi. Et puis bah, que ça va demander du temps pour faire cette relation. Donc, donc oui, il y a pas mal de cas de figure finalement auxquels il faut vraiment penser et qui pourraient faire justement que ça pourrait ne pas fonctionner et ça, je pense que ça vaut vraiment le coup de bien y réfléchir avant et j'imagine que ça fait aussi partie de ce que vous faites, hein, de beaucoup en discuter, hein, comme tu le disais, il y a tout le processus de sélection. Comment ça se passe finalement donc là, tu disais que le chien pouvait être finalement reformé et du coup transmis à une autre famille. C'est ça en général qui se produit dans ce cas-là? Voilà, quand c'est, en tout cas, souvent sur ces temps-là, ça se voit assez, enfin, la famille est consciente assez rapidement de tout le bouleversement que cela amène dans leur vie. Donc, dans les premiers mois, souvent, ça a été dans les premiers mois qu'on a eu ou pas les retours des chiens. Pour le cas de Théovic, c'était particulier parce que c'était donc les tout débuts. Et Théovic, on a formé son chien qu'il avait au départ. Donc en 2015, de façon à voir si ça fonctionnait, on a formé son chien lap. Alors uniquement au diabète parce que la partie lieu public est vraiment chien d'assistance. On n'a pas réussi, lap n'avait pas ces comportements-là pour aller dans tous les lieux publics. Donc il faisait uniquement les alertes. Et ensuite, quelques années plus tard, Théovic n'a plus souhaité entretenir et entraîner ce travail-là d'alerte pour justement retrouver juste son chien de compagnie avec qui il peut jouer ou se confier. D'accord, donc c'est-à-dire que si je comprends bien, en fait, si on a envie de juste retrouver son chien, voilà, qu'on aime, qu'on avait avant, on peut l'aider à désapprendre un petit peu ses compétences. C'est ça, c'est que les chiens,
tout au long du parcours avec le jeune bénéficiaire, il faut entretenir ces comportements d'alerte. Donc par la récompense, c'est comme un salaire quand une personne travaille, entre guillemets. S'il y a plus de salaire, la personne est plus motivée et du coup ne va peut-être plus travailler. Et donc là, c'est le même cas, c'est-à-dire que tout au long des années, la famille, alors les 6 premiers mois, c'est plus intense, mais tout au long de l'accompagnement, la famille devra continuer à récompenser le chien au moment où le chien fait des alertes, de façon à le motiver toujours. Imaginons que la famille arrête de récompenser le chien, les comportements d'alerte vont de plus en plus diminuer et le chien ne fera plus son rôle d'alerte. Dans ces cas-là, ça nous est pas arrivé à Acadia parce que pour nous c'est obligatoire et chaque année il y a des visites annuelles de entraîner le chien, qu'il soit performant sur les alertes. On veut des taux minimum de 80% d'alerte chez chaque chien et on le vérifie à chaque visite annuelle. Et du coup, c'est ça qui permet réellement d'avoir son statut de chien d'assistance. Si les comportements ne sont pas maintenus, pendant les visites annuelles, par exemple, on demande aux familles de retravailler, on les accompagne pour retravailler, mais il n'est pas question que le chien ne reste dans la famille sans alerter et que ça devienne un chien de compagnie. Il y a eu énormément d'investissements au préalable dans l'éducation du chien et puis le chien se plaît à alerter enfin voilà, s'il est devenu chien d'assistance, c'est aussi parce que c'est quelque chose qui lui plaît. Donc dans l'idée, il faut absolument maintenir ça jusqu'à la retraite du chien. Ok. Et puis, arrête-moi si je me trompe, mais c'est pas quelque chose qu'on peut proposer à toutes les familles, malheureusement, qui ont un enfant diabétique. Donc, c'est quelque part aussi une chance de pouvoir bénéficier d'un chien qui a les compétences pour pouvoir justement voilà, faire ça, nous prévenir des hypo, des hyper, qui a eu la chance d'être formé par Acadia. Donc, peut-être que c'est aussi quelque part si voilà, être conscient du fait que c'est une chance et pas se dire au bout de 3 mois, finalement, j'en veux pas. Et parce que voilà, quelque part, on a le chien pourrait peut-être aussi être dans une autre famille qui vraiment en aurait plus besoin et envie dans ce cas. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'association Acadia, aujourd'hui, on n'a pas énormément de moyens. Donc, on forme à peu près une dizaine de chiens par an. Mais la liste d'attente est importante et puis le nombre d'enfants diabétiques est important. Donc, on sait à quel point il y a de l'espoir sur beaucoup de dossiers qui sont en attente et c'est important pour ces familles qui reçoivent un chien de pouvoir elles aussi, alors mesurer comme tu le dis, la chance d'avoir ce chien et de du coup entretenir et continuer à bénéficier de ces alertes et d'avoir une bonne glycémie. Entretenir aussi un super lien d'affection et de bienveillance avec son chien. Et puis de contribuer aussi à la visibilité, à la communication, à la recherche de fonds pour qu'il y ait d'autres familles qui, comme eux, puissent avoir la chance de recevoir un chien dans les prochaines années. Oui, c'est vrai que pour se projeter un peu dans la durée et mesurer l'engagement, il y a quand même toute la partie en amont de la remise, tout ce que tu disais, le parcours, les visios, etc. On a parlé de l'éducation du chien qui durait 8 mois. Le parcours que fait une famille comme ça dure combien de temps en moyenne? Alors, si on squeeze entre guillemets le délai d'attente, qui est le délai d'attente pour étudier le dossier, parce qu'on a une liste d'attente qui est importante, le délai d'attente pour qu'on commence à étudier le dossier, il est entre 2 et 3 ans. Donc déjà, il y a ce délai d'attente-là. Hmm. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut bien mesurer cet engagement-là, parce que dans le cas où justement un ado ne souhaite plus d'un chien ou ne convient plus à la famille, là, se séparer du chien, c'est ce qu'on disait, ça implique pour le chien du coup qu'il soit éventuellement réorienté, mais c'est pas le scénario que vous souhaitez la plupart du temps, comme dans toutes les écoles, dans toutes les associations de chiens d'assistance d'ailleurs.
Oui. Et c'est vrai que pendant ces 2-3 ans, donc la famille dépose son dossier. Ensuite, pendant ces 2-3 ans, malheureusement, il se passe rien parce que nous, il nous faut le temps d'étudier les autres dossiers qui sont arrivés par ordre chronologique avant. Et pendant ces 2-3 ans, le projet peut aussi changer pour la famille. Il se peut que elle ait déposé le dossier il y a 2 ans et puis qu'au bout de 2 ans, sa situation ait changé, que ce soit ou pas toujours le projet. Si ça l'est, ils entrent donc dans le processus de découverte d'Acadia pour se projeter toujours dans le projet. Et là, ça peut durer entre les visites à l'école, les visioconférences, les visites à domicile de la famille. Au minimum, je dirais que ça dure à peu près 1 an, où on va se rencontrer régulièrement, être en lien régulièrement. Et ensuite, il faut qu'on ait le chien qui corresponde à la famille, à son environnement, à son quotidien, avec les qualités du coup qui le permettent. On a des chiens qui sont tous très différents. Et donc, il faut, par exemple, une famille qui a des chats, des poules et un emploi du temps où elle a besoin d'emmener son chien avec elle au travail ou à l'école, c'est pas pareil dans les comportements qu'une famille où il va y avoir de l'absence, où il va y avoir, je sais pas, peu de dépenses. Voilà, donc ça va nous demander de trouver le bon chien. Et pour ça, par la suite, après ces 1 an, il se peut qu'il y ait encore plusieurs mois, voire une année qui se passe de façon à avoir le bon match entre le quotidien des familles et les comportements des chiens. Donc après, du moment que l'étude du dossier commence, il faut compter 1 à 2 ans pour recevoir ensuite son chien. Et une question un peu plus difficile émotionnellement, mais on n'a pas, je crois pas que l'association étant jeune n'ait été confrontée au décès d'un chien ou quelque chose comme ça. Dans ces cas un peu plus difficiles, je sais que la question du côté des chiens guides, cette question-là, elle est aussi très compliquée à gérer. Comment on gère? Est-ce que la transition de revenir à une gestion du diabète sans chien est compliquée aussi, j'imagine, pour le jeune? Est-ce que vous en avez déjà parlé, même si je souhaite pas que ça arrive à vos bénéficiaires à la perte de leur chien, mais j'imagine que c'est une question qu'on peut se poser en se disant, voilà, on sait tous, et malheureusement à chaque fois, je le dis dans mes épisodes, les chiens n'ont pas une espérance de vie aussi longue que la nôtre. Comment vous envisagez ça à Acadia? Alors, c'est vrai que comme tu l'as dit, on est une jeune association. Donc les premières années, on s'en est pas beaucoup préoccupé. Là, maintenant que ça fait 5 ans, 5-6 ans même, on commence à avoir des chiens qui approchent l'âge à peu près des 6-8 ans. Donc on commence à se préparer aussi au passage à la retraite, par exemple, et par la suite à la séparation avec l'animal parce qu'il décède. Et du coup, on a demandé l'aide récemment, ça fait 1 an. On a intégré dans l'équipe 2 bénévoles psychologues qui ont qui auront des entretiens avec les familles pour préparer déjà le passage à la retraite. Et par la suite, si les familles ont gardé et accueillent toujours le chien à la retraite chez eux, l'idée c'est qu'ils puissent avoir des échanges assez réguliers avec les psychologues pour préparer aussi la disparition du chien. Et réfléchir avec eux, parce que c'est vrai que le projet d'Acadia au départ, il est plutôt pour les jeunes, de façon à apprendre à vivre avec sa maladie, à l'accepter, à avoir dans les contrôles réguliers quelque chose de positif et non pas toujours une charge importante, soulager les parents. Donc à voir avec ces familles-là, est-ce qu'il est opportun ou pas de demander un nouveau chien, ou bien est-ce que le jeune a assez avancé dans la prise en charge de sa maladie pour justement, et comment va le diabète aussi, pour gérer lui-même tout seul. Et je voulais aussi revenir sur une différence que tu spécifiais tout à l'heure et que moi je ne connais pas. Tu parlais du coup de la partie assistance, la partie lieu public pour les chiens. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, voilà, peut-être les différentes typologies de situations pour lesquelles les chiens sont formés? Ou voilà, je te laisse nous expliquer ça. Oui, alors c'est vrai que les chiens apprennent beaucoup de comportements, disons une trentaine pour Acadia, dont une dizaine sont liés vraiment au diabète et à l'alerte, à l'assistance,
comme par exemple le fameux POC, la trousse de secours à rapporter, aller chercher de l'aide, appuyer sur un bouton de téléalarme. Donc il y a des comportements comme ça, une dizaine qui sont spécifiques à l'assistance diabète. Mais pour être reconnu chien d'assistance et pouvoir aussi accéder aux différents lieux publics, eh ben, on se doute bien qu'on veut des chiens qui soient bien éduqués et qui ne vont gêner personne quand ils vont croiser des personnes en magasin, dans la rue, à la bibliothèque, à l'école ou à la fac. Donc on apprend aussi une vingtaine de comportements au chien qui lui permettent de passer entre guillemets incognito dans tous ces lieux, tout en permettant de quand même faire ses alertes, parce qu'on sait que les variations de glycémie, elles arrivent aussi au magasin ou dans le bus ou à l'école, hein, c'est pas qu'à la maison. Donc du coup, le chien doit à la fois apprendre à bien se comporter, à ne gêner personne, donc une super marche en laisse, un bon rappel, euh, de pouvoir aussi, par exemple, attendre coucher le temps qu'on mette nos courses sur le tapis de la caisse, etc. Et en même temps, continuer de faire ses alertes. Donc c'est pour ça que je disais qu'il y a aussi les lieux publics, c'est les comportements qui sont plutôt liés à une bonne éducation pour justement accéder à tous ces lieux. Ok. Donc, sauf dans le cas où tu décrivais, je crois, le cas de l'ADA. Voilà, par exemple, le cas de l'app, et ça nous arrive aussi pour certains chiens, hein, l'app, donc je tiens bien à dire que c'était les tout débuts et c'était une exception, mais comme c'était le chien de la famille, on l'a quand même formé à la partie alerte, plus ou moins, on va dire, parce qu'il avait certaines compétences et d'autres non. Et donc, il avait des compétences dont il n'arrivait pas, c'est par exemple ses lieux publics. L'app est un chien assez sensible qui frustre très vite et du coup pour lui la foule, croiser des personnes ou entendre des bruits soudains, c'était pas pour lui. Et donc ça nous arrive aussi pendant les 2 mois de sélection des chiens quand ils sortent de refuge, avant de les intégrer dans le parcours. On se dit que sur l'odorat, normalement, ils ont quand même des très bonnes capacités olfactives génétiquement. On va quand même vérifier, mais on va moins s'attarder là-dessus et on va, pendant les 2 mois de test, vraiment s'attarder sur les aptitudes du chien à aller dans ces lieux publics et est-ce que c'est quelque chose qui va lui plaire ou est-ce que il est mal à l'aise. S'il l'était, comme l'a été l'app, aujourd'hui, on les réoriente et on les propose à l'adoption auprès de familles qui vont l'avoir comme chien de compagnie. S'il est à l'aise, alors il intègre le programme et il va apprendre à la fois l'assistance et à la fois tous les comportements pour les lieux publics. Alors ça peut être des chiens de refuge. Donc sur les chiens de refuge, on a à peu près 2 mois de sélection. On va vérifier leur comportement, leur santé, on va les amener dans plein de lieux parce qu'on ne connaît pas leur passé. Et on travaille aussi pour à peu près la moitié de nos chiens avec des chiens qui sont réorientés des écoles de chiens guides. Et donc là, les tests de sélection sont plus courts parce qu'on a beaucoup d'informations qui nous reviennent déjà des écoles où ils ont appris. Donc, par exemple, sur la santé, ils ont eu aussi un travail très important par les familles d'accueil dans les lieux publics. Donc, on est très avancé sur leur histoire et on sait qu'ils peuvent, en 15 jours, 3 semaines, on sait ou pas si ils peuvent intégrer le programme. Maintenant, donc, on a mieux compris donc, les questions à se poser, ce qu'il y avait à mesurer du coup avant voilà, d'envisager de faire une demande pour bénéficier d'un chien guide. Alors, imaginons voilà, que je suis intéressée, j'ai envie de contacter Acadia, j'ai envie de faire les démarches. Comment ça se passe en résumé? Qu'est-ce que je fais? Comment je vous contacte? Voilà, comment ça se passe ensuite? Alors, la première porte à ouvrir, c'est donc de contacter l'association par mail ou via son site internet. À l'intérieur, où Léa, qui est notre référente famille, vous enverra le dossier à compléter. C'est un dossier qui recueille des informations plutôt liées sur le quotidien et l'environnement de vie de la famille, son projet, ses motivations.
Et puis, il y a aussi à joindre une partie médicale liée aux courbes de glycémie. Donc ça, c'est plutôt à voir avec son diabétologue ou son médecin traitant. Et puis, une fois que le dossier est envoyé à l'association, il est enregistré, vous recevez un accusé de réception dans lequel on vous envoie les prochaines étapes, mais en vous disant, comme on l'a dit là, que pour reprendre contact, ça risque d'être un peu long. Il faut compter 1 à 2 années avant qu'on puisse revenir vers vous. Quand on revient vers la famille, eh ben, le processus de rencontre et de visioconférence commence. Et donc là, on va avoir des visites à l'école, des visites au domicile, des visioconférences pour se préparer. Et une fois que la famille est prête, que l'association a aussi un chien à lui remettre, elle va venir à l'association passer 10 jours de stage en tutorat avec son éducateur canin et avec les autres familles qui reçoivent elles aussi un chien. Ces stages se passent pendant les vacances, que ce soit les vacances d'avril ou les vacances de la Toussaint. Et puis après, il y a le retour à la maison avec le suivi du chien pendant les 6 premiers mois de façon, on va dire, intensive. Et puis les visites annuelles par la suite pour continuer les apprentissages et vérifier les comportements. Pour rappel, Acadia, c'est surtout et prioritairement la remise de chiens à des jeunes qui ont à peu près entre 6 ans. On estime que c'est à peu près l'âge à laquelle le chien peut vraiment nouer une relation avec le jeune et s'intéresser au jeune, parce qu'il faut savoir que les parents restent les référents. Donc c'est le chien va aller poquer les parents, il va être récompensé par les parents. Donc il faut quand même, pour sentir l'odeur, qu'il ait un lien avec ce jeune qui reste près de lui. Donc il faut qu'ils puissent partager des choses ensemble. Sur un bébé ou un nourrisson, par exemple, c'est compliqué de partager des choses sympas avec son chien. Donc on estime que le minimum de l'âge, c'est 6 ans. Et ensuite, on remet prioritairement des chiens jusqu'à l'âge de 18, 20 ans quand on est étudiant et qu'on a besoin, par exemple, d'accompagnement pour prendre son autonomie. On enregistre tout de même les demandes des adultes parce qu'on a des demandes aussi, mais pour le moment, on n'arrive pas à y répondre. Ça nous permet plus d'enregistrer et de mesurer cette demande pour ensuite essayer de se développer sur ce public-là aussi, mais dans les prochaines années. Quand tu dis qu'il y a un retour qui est fait à la famille et que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a des visios qui commencent, est-ce qu'il peut y avoir un retour négatif? Et dans ce cas-là, pourquoi? Et est-ce que ça vous est déjà arrivé ou pas du tout en fait? Ou c'est plutôt des compléments d'information qu'il faut apporter? Alors, ça nous est jamais arrivé pour le moment de dire non au moment du dépôt du dossier, parce que nous, quand on l'enregistre, on sait que dans 2 ans, il va peut-être avoir et sûrement même avoir des changements. Par contre, au moment où on étudie le dossier au bout des 2 ans, et là où on attend la famille qu'elle se prépare réellement à l'arrivée du chien, qu'elle rentre en phase de préparation, il peut avoir des dossiers qui sont mis même avant les visioconférences et avant les rencontres, qui sont mis en attente le temps que certains points évoluent. Ça peut être, par exemple, là on parle des glycémies. Notre médecin référent demande les courbes actualisées et des jeunes qui auraient, par exemple, des pourcentages dans la cible normale de glycémie très très faibles et qui auraient tendance à avoir des longues hyper qui durent plusieurs heures, voire plusieurs jours, ou des hypos qui sont dans le même cas et qui repassent rarement par la normale. Pour nous, ça va être compliqué parce qu'il y a un risque important que le chien se désensibilise à l'odeur s'il ne repasse pas assez souvent par la normale. Donc on va plutôt accompagner des diabètes qui font les montagnes russes, qui passent par une hyper, par une hypo, qui ont parfois des tendances dans la normale et qui repartent en yo-yo, que des longues hyper et des longues hypos au risque que le chien se désensibilise. Donc dans ces cas-là, uniquement en regardant les courbes, l'équipe de la commission
peut émettre un avis de mise en attente de façon à ce qu'on reçoive de nouvelles courbes qui soient possibles pour accueillir un chien. C'est un des exemples, par exemple, où on le met en attente et les visites et visios se feront que par la suite si les courbes s'améliorent. Et est-ce que le fait d'avoir déjà eu un animal de compagnie, est-ce que pour vous c'est quelque chose d'important dans la mesure où c'est vrai que c'est quand même une charge très importante. Donc est-ce que pour vous c'est quelque chose qui peut être aussi déterminant voilà, dans le fait de faire avancer un dossier ou de le refuser ou est-ce que vraiment c'est pas forcément un critère pour vous? Alors c'est pas vraiment un critère d'avoir eu ou pas précédemment des chiens ou des animaux de compagnie, parce que dans les 2 cas, il y a du positif ou du négatif. Dans le cas d'une famille qui a déjà eu un chien, on peut se dire qu'il y a du positif parce qu'elle a peut-être idée de ce que ça va lui demander, comme par exemple acheter des croquettes, les balades, etc. Mais en même temps, d'un côté, ça veut dire qu'il va falloir que leurs habitudes évoluent aussi parce qu'à Acadia, c'est une méthode d'éducation et c'est pour les chiens d'assistance quelque chose qui est aussi assez particulier. Et donc, ça va leur demander de revenir un peu en arrière sur peut-être ce qu'ils ont acquis pour les faire évoluer dans le sens, par exemple, de la méthode positive, de la récompense et de prendre de nouveaux réflexes. Alors du coup, dans le cas d'une famille qui n'a pas eu ces anciens réflexes, parce qu'elle n'avait jamais eu de chien dans la maison, et ben parfois c'est débuter une page vierge, mais on peut tout à fait écrire facilement et apprendre en partant de zéro. Par contre, là où ça sera plus difficile pour elle, ça va être de se projeter sur les besoins du chien et c'est là-dessus qu'on va l'aider, comme les balades, les croquettes, etc. Donc non, il n'y a pas vraiment de spécificité sur avoir déjà eu un chien ou pas. On va regarder par contre le nombre d'animaux de compagnie qu'il y a dans la maison à l'heure actuelle, au moment où il y a la demande, parce que on a des chiens pour lesquels ils peuvent être sollicités, mais il ne faut pas non plus qu'ils soient sollicités de trop. Par exemple, il y aurait je sais pas, 4 chiens qui sont extrêmement joueurs dans le foyer et on met notre chien d'assistance qui est un jeune chien aussi, va être extrêmement joueur, va être épuisé et ne va peut-être pas faire son travail d'alerte correctement. Donc ça va plus être sur l'actualité des animaux de compagnie qui sont présents ou pas dans le foyer, qui va nous permettre de savoir si la présence du chien d'Acadia est faisable ou non. Oui, donc oui, vous êtes vraiment là pour penser à tout un tas de choses auxquelles voilà, nous, on ne penserait pas forcément lorsqu'on est intéressé voilà, par ce type de chien. Et vous êtes aussi vraiment là donc, vraiment pour accompagner à la fois le chien dans sa formation et en même temps mais aussi les familles voilà, dans tout ce processus. Les familles, oui. C'est très important aussi ce volet famille parce que si on veut qu'il y ait une bonne connexion, on appelle ça aussi des bonnes équipes, des bons mariages, et il faut vraiment qu'il y ait transparence entre la famille et Acadia pour qu'on place le chien qui a le comportement, le tempérament le plus adapté à la famille. Et pour ça, on a à l'association une commission qui étudie les placements des chiens et qui fait les binômes, mais on a aussi une référente famille qui est Léa, qui elle s'occupe d'instruire tous les dossiers, de les préparer et de faire le lien avec les familles pour répondre à toutes leurs questions. Eh bien écoute, tu nous en as déjà dit pas mal, donc on rappelle que cet épisode est la suite de l'épisode sur le podcast Futur Chien Guide qui est le 53 du côté de Futur Chien Guide. On a parlé justement dans cette première partie d'épisode qu'aux USA, donc le pays d'inspiration en tout cas pour Acadia, c'était une prestation payante. Aux US, on achète son chien d'assistance, si je puis dire comme ça. Peut-être pas forcément les mots qu'ils utilisent eux, mais il y a un échange financier en tout cas dans l'acquisition d'un chien d'assistance.
Est-ce que, vu que Acadia réussit en France par rapport aux lois, par rapport à l'esprit, qui sont quand même très différentes, tous les chiens d'assistance en France, chiens guides, chiens d'assistance diabétique, épilepsie, etc., sont remis gratuitement à leurs bénéficiaires. Du coup, Acadia a besoin de fonds. Qu'est-ce qu'on peut recommander aux gens qui nous écouteraient et qui ont envie de donner un petit coup de pouce pour justement qu'il y ait encore plus de chiens qui puissent être remis? Comment on peut aider à faire perdurer l'association pour continuer à venir en aide à ces familles et à ces enfants qui souffrent de diabète de type 1? Alors merci Estelle de le rappeler. C'est vrai que les chiens sont remis gratuitement malgré un coût qui est important. Du coup, tous les dons sont les bienvenus. Ils peuvent faire un don à l'association Acadia via notre site internet qui est acadia-asso.org. Mais ils peuvent aussi nous contacter s'ils ont besoin d'en parler autour d'eux. On peut tout à fait envoyer des plaquettes s'ils veulent en parler auprès de leur entreprise ou s'ils connaissent des personnes diabétiques, s'ils veulent partager nos campagnes ou nos publications sur les réseaux sociaux. Voilà, on a à la fois besoin de fonds, donc on peut faire un don en direct, mais aussi on peut relayer pour être plusieurs et de plus en plus à soutenir l'association. Et puis, je crois qu'il y a aussi la possibilité d'être membre de l'association, donc via une adhésion, mais qui permet aussi d'avoir l'information toute l'année auprès de l'association, participer à l'Assemblée générale et à la vie de l'association, plus ou moins proche géographiquement, puisque avec le Covid, on s'est un petit peu tous habitués à faire des visios comme on fait là. Mais c'est aussi une possibilité, je crois, et Acadia fait des petites campagnes aussi visées. C'est ça, c'est vrai que à Acadia, on peut, comme toute association, on peut être adhérent. Et maintenant, on a mis à jour nos assemblées générales qui sont en visioconférence, comme celle qui a eu il y a pas longtemps, où Estelle a pu participer. Et l'adhésion est à 20 € par an. Et ça permet de recevoir notre newsletter qui est édité trimestriellement par mail et ensuite de participer à des informations, soit à l'Assemblée générale, mais aussi d'avoir l'info pour nos portes ouvertes, sur nos cérémonies de remise, etc. Ok. Qu'on a évoqué tout le processus du coup par rapport à Acadia, tout le bonheur et toutes les dimensions positives dans le fait d'avoir un chien qui nous aide à sentir les hypos et les hyper finalement assez tôt, mais aussi tout ce que ça implique et le fait que c'est pas une décision à prendre à la légère et que c'est vraiment tout un processus et une vie qui est complètement changée par la suite. Donc pour de très bonnes choses, mais aussi avec son lot de contraintes. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues pour cette deuxième partie d'épisode sur mon podcast cette fois-ci, sur le type 1, on en parle. Je vous invite à aller écouter la première partie du podcast, donc sur le podcast Futur Chien Guide d'Estelle, qui sortira donc le 14 novembre, donc pour la journée mondiale du diabète. Et je vous invite aussi du côté d'Acadia à vous rendre sur leur site internet. Déjà, les dons commencent à 2 €. Hein. Florine, corrige-moi si je me trompe, mais on peut vraiment donner un petit peu et c'est déjà pas mal. Oui. Et comme tu le disais, Florine, on peut aussi évidemment partager des contenus, des informations, faire mieux connaître Acadia et c'est déjà beaucoup aussi. Merci toutes les deux. Merci Claire. Et à très vite. À très vite. À très vite. J'espère que cet épisode vous a plu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'Acadia a fait un travail formidable pour pouvoir venir en aide à un maximum de familles. Ce qu'on peut en retenir, c'est que les chiens sont éduqués par des professionnels qui sont formés spécifiquement pour éduquer des chiens dans le cadre du diabète de type 1. On peut aussi retenir qu'il faut bien réfléchir avant de vouloir accueillir un chien d'assistance au sein de la famille, parce que c'est un vrai engagement dans la durée et ce n'est pas sans conséquence sur toute la famille. Pour autant, l'impact est en général notoire sur l'équilibre glycémique et surtout sur la qualité de vie. On peut aussi retenir que le processus est malheureusement assez long à ce jour, puisqu'Acadia tient à ce que, contrairement aux États-Unis, bénéficier d'un chien d'assistance puisse rester gratuit en France. C'est aussi pour ça que si vous le pouvez et si vous le souhaitez, je vous encourage à vous rendre sur le site d'Acadia et à leur faire un don. Les dons commencent à partir de 2 € et ça peut paraître peu, mais soyez sûr qu'Acadia saura les utiliser
pour pouvoir éduquer toujours plus de chiens et réduire toujours plus les délais pour les familles qui souhaitent en bénéficier. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à très vite. Trying to break each other's hearts. Gotta get to a place where we all can